Nous allons pouvoir reprendre cette séance fort enrichissante avec Jacques Reynard, professeur de droit à l'Université de Montpellier, sur le thème du contenu et de la particularité de la protection qui est le critère de l'illicéité, puisqu'on a vu tout à l'heure que le détenteur est la personne qui a le contrôle des secrets d'affaires de façon licite. Donc on va écouter Jacques Reynard sur cette notion d'illicéité. Merci Madame la Présidente. Un mot tout d'abord de remerciement aux organisateurs de cette journée, ce qui permet de saluer le dynamisme de l'Université de Lyon 3, du Centre Paul Roubier, avec des jeunes troupes aujourd'hui qui animent ce centre, et puis ça permet aussi de saluer la vieille garde. Je crois que Jacques Azéma doit nous rejoindre peut-être ce soir ou peut-être pas. Bon. Mais enfin, on le salue néanmoins, bien volontiers. Alors, avec les secrets d'affaires, l'Union européenne et à la suite le droit français s'emploient à réglementer aujourd'hui les informations secrètes qui, à ce titre, apparaissent comme ayant une valeur commerciale, ces informations étant des informations non déposées, non protégées privativement par un brevet. Il y a eu un phénomène d'emballement. Avec des textes nationaux qui ont avorté, et puis avec cet effort européen. Et cet emballement participe, au fond, de deux choses. D'une part, la volonté de l'Union européenne de mettre en place des textes modernes concernant l'innovation, avec le brevet européen à effet unitaire, l'accord JUB et autres, et on a une directive sur les secrets d'affaires. Et puis, au-delà, tout cela participe de l'idée que nous avons, pour les entreprises, un véritable actif, mais un actif non protégé privativement, non déposé, et donc, à ce titre, un actif dont le régime juridique ne serait pas organisé, ou en tout état de cause ne serait pas assuré. La réalité, c'est que les résultats de l'activité de recherche-développement des entreprises caractérisent une richesse contemporaine que n'a jamais ignoré le droit, que n'a jamais ignoré l'intervention juridique. Et donc, au titre du secret d'affaires, on redécouvre le souci de protéger des connaissances industrielles de l'entreprise, non déposées privativement. On redécouvre ce qu'on appelle la notion de savoir-faire, la notion de know-how, car c'est bien, à mes yeux, de la même réalité notionnelle dont il s'agit, avec la notion de secret d'affaires et cette notion traditionnelle du savoir-faire. Il faut évoquer ici les travaux d'un Montpelliérain qui était Jean-Marc Mousseron, qui, dans les années 1970, était quand même le promoteur du droit des brevets dans l'université française, et qui a beaucoup fait progresser la réflexion juridique sur la notion même de savoir-faire, distinguant l'objet de l'intervention juridique des modalités de celle-ci. L'objet de l'intervention juridique, disait-il, c'est le savoir-faire, qu'il définissait comme un ensemble de connaissances techniques transmissibles, non immédiatement accessibles au public. Des connaissances industrielles ou commerciales, techniques, des connaissances transmissibles, quelqu'un d'autre que le maître initial du savoir-faire doit être à même de reproduire à l'identique ces connaissances avec les mêmes performances. Le savoir-faire va être objet de contrat. Et des connaissances non immédiatement accessibles au public, ce qui plaçait le seuil de l'intervention juridique bien en amont des critères de brevetabilité. Nous n'avons pas à nous soucier de la nouveauté ou de l'activité inventive. L'entreprise va détenir des richesses sur du savoir-faire simplement parce que ce savoir-faire n'est pas immédiatement connu de tous. Et par conséquent, le concurrent sera prêt à donner des sous, à payer pour accéder à la connaissance de ce savoir-faire. Sur cette base-là, les modalités de l'intervention juridique procèdent d'une démarche en principe et en exception, une démarche antinomique. La protection d'exception du savoir-faire, c'est le brevet. C'est le dépôt d'une demande de brevet sur un savoir-faire particulier, nouveauté, activité inventive, avec une démarche particulière d'obtention. La voie de principe de protection du savoir-faire résultat de l'activité de recherche-développement, la voie de principe, c'est la voie du secret. La voie du secret qui va consister, d'un point de vue factuel,
M. Beauvire l'a rappelé tout à l'heure, à prendre des dispositions factuelles pour celui qui a la maîtrise intellectuelle du savoir-faire. C'est ça le détenteur du savoir-faire. C'est celui qui a la maîtrise, la connaissance du savoir-faire, et il a la connaissance du savoir-faire de manière non fautive. Parce qu'il l'a trouvé lui-même, parce que quelqu'un d'autre lui en a parlé, parce que l'entreprise a divulgué son savoir-faire. Celui-là, il a la maîtrise intellectuelle du savoir-faire de manière non fautive. Eh bien, ce maître du savoir-faire, dès lors qu'il prendra des dispositions factuelles de secret, destinées à préserver le secret entourant son savoir-faire, le droit viendra reconnaître la légitimité de cette démarche en venant sanctionner le comportement du tiers qui, de manière illégitime, vient accéder à ce savoir-faire. La réservation du savoir-faire par le secret, c'est la sanction du comportement illégitime du tiers. Et très largement, dans les textes que nous commentons aujourd'hui, nous essayons de stigmatiser un comportement illégitime, sanctionnable. C'est ça, le régime du secret d'affaires. Alors, le principe de la protection institué par la directive du 8 juin 2016, qui est quand même le seul texte aujourd'hui qu'on ait, on a une proposition de loi, mais ce régime de protection reste tout à fait respectueux de cet ordonnancement, de cette architecture que je viens de vous exposer. Et j'évoquerai rapidement, dans le cadre de cette intervention, d'une part, l'accès illicite au secret d'affaires, qui est stigmatisé par les textes. D'autre part, et c'est peut-être le plus important, l'accès licite au secret d'affaires qui est préservé. C'est pour moi le plus important dans ce texte. Et puis je voudrais, dans un dernier temps, rapidement, évoquer les carences du régime institué, puisque à légiférer sur le secret d'affaires, sur le savoir-faire non déposé, il y avait malgré tout un certain nombre de questions à envisager et qui ne sont pas envisagées, me semble-t-il, aujourd'hui dans les textes. Première observation qui concerne l'accès illicite au secret d'affaires. Cet accès illicite au secret d'affaires est stigmatisé. Il faut rappeler l'économie, comme je viens de le faire il y a un instant, mais mon propos est un peu spontané, l'économie de la protection du savoir-faire non déposé. L'économie de la protection du savoir-faire du déposé, c'est cette idée que le maître du savoir-faire, celui qui en a la maîtrise intellectuelle de manière légitime, pour préserver le secret de son savoir-faire, va prendre tout un certain nombre de mesures, va prendre tout un certain nombre de diligences. Et de la sorte, l'accès intellectuel à l'information, qui s'opérera contre la volonté du maître du savoir-faire, et en l'absence de toute négligence de sa part, cet accès sera alors caractéristique d'un comportement répréhensible, d'un comportement fautif qu'il s'agira de venir sanctionner. Le droit français vient depuis toujours sanctionner le comportement du tiers qui accède de manière illégitime au savoir-faire en transgressant les diligences du maître du savoir-faire. Cette sanction de ce comportement illégitime, elle intervient depuis toujours. Elle intervient au titre de techniques de responsabilité pénale. Le vol, on avait une vieille jurisprudence sur le vol d'informations. L'abus de confiance, qui sont des incriminations pénales particulières. Des incriminations pénales particulières et, à mon avis, inappropriées pour notre matière. On avait un texte pénal spécifique, la divulgation du secret de fabrique. La divulgation de secret de fabrique, qui est un texte pénal avec évidemment un principe d'interprétation stricte, mais qui venait sanctionner le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication avec une incrimination pénale. On avait des textes plus contemporains. L'atteinte au système de traitement automatisé de données. L'article 323-1 du Code pénal, qui est issu d'une loi de 2015 et qui vise au fond celui qui, sans soustraction frauduleuse de choses d'autrui, qui va utiliser sa clé USB pour accéder à des informations, les reproduire. Comment sanctionner ce comportement? On a eu besoin d'une incrimination spéciale. La sanction du comportement du tiers qui accède de manière illégitime au savoir-faire, c'était malgré tout, avant toute chose, une sanction civile. C'est une sanction civile par la responsabilité extra-contractuelle, la concurrence déloyale et la voie royale
pour venir sanctionner le tiers qui est venu accéder de manière illégitime à votre savoir-faire et qui veut le réutiliser, et qui veut l'exploiter, et qui veut le commercialiser. L'arrêt de principe, c'était l'arrêt Rousset en 1978, qui venait sanctionner le détournement d'un savoir-faire à l'occasion d'une négociation. Je négocie avec vous, non pas dans l'espoir de contracter, mais au cours de la négociation, eh bien, vous êtes amené à mettre sur la table votre savoir-faire, vos secrets d'affaires. Je ne conclus pas le contrat, principe de liberté contractuelle, je ne suis pas fautif, il n'y a pas faute à refuser de conclure un contrat. Mais en revanche, les informations que vous avez mises sur la table, je les conserve. Vous ne m'avez pas fait signer d'accord de confidentialité. C'était pas évident de faire signer un accord de confidentialité quand je rentre dans la salle, que je suis petit sous-traitant pour être recruté pour le marché. Je peux difficilement arriver avec mon avocat en faisant signer un accord de confidentialité avec une clause pénale. Eh bien, dans ce cas, la Cour de cassation estimait que le détournement du savoir-faire était caractéristique d'un comportement déloyal, sanctionné par la responsabilité civile. L'action en concurrence déloyale a pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut en l'état se prévaloir d'un droit privatif. Il n'avait pas déposé de demande de brevet, ou en tout cas, il n'avait pas déposé de demande de brevet, il n'avait pas de droit privatif, l'action en concurrence déloyale lui était offerte, mais tout autant qu'il y ait faute. Et puis, la responsabilité, la technique de protection du savoir-faire, c'était la technique contractuelle, les accords de confidentialité, qui étaient inhérents à l'usage commercial d'un savoir-faire avec un partenaire. Ces textes, ces jurisprudences, ces démarches datent des années 1970. On redécouvre aujourd'hui l'importance pour nos entreprises de protéger l'usage commercial du savoir-faire non breveté, et on va, chose moderne, on va parler de secret d'affaires. On redécouvre cette importance pas uniquement à propos des secrets d'affaires. Il y a eu en 2016 une réforme importante du droit civil, du droit des obligations, du droit des contrats, avec l'ordonnance du 10 février 2016. Cette ordonnance est venue réglementer dans notre code civil la négociation du contrat. Autrefois, c'était la jurisprudence. Catala disait que l'ordonnance est venue codifier à jurisprudence constante. Donc, on avait une jurisprudence sur la négociation commerciale. Eh bien, il y a désormais un texte, l'article 1112-2 du Code civil. Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun. C'est la jurisprudence Rousset, en quelque sorte, le détournement de savoir-faire ici, qui est constaté désormais dans le Code civil par un texte particulier. Ce qui fait que vous arrivez à la négociation commerciale, vous êtes le petit, vous avez des informations confidentielles, vous n'êtes pas en mesure de faire signer un accord de confidentialité au moment de la négociation, mais vous êtes en mesure de signaler que vous allez, à l'occasion de cette négociation, révéler un certain nombre d'informations confidentielles. Vous avez désormais un texte qui protège le petit en l'absence même d'accord de confidentialité. La découverte des secrets d'affaires participe donc de tout ce mouvement. Il y avait eu un projet de loi, le projet de loi Macron, qui a avorté, on a dû l'évoquer ce matin, je pense. Sur la base aujourd'hui de la directive du 8 juin 2016, se met en place cette protection. Alors, la directive tout d'abord, la proposition de loi ensuite, vous avez les textes qui vous ont été distribués. L'article 4 de la directive vient de la sorte stigmatiser l'obtention, l'utilisation, la divulgation illicite de secrets d'affaires. Ce texte, l'article 4, je ne vais pas en faire une exégèse, fustige de la sorte un accès non autorisé à tout document, fichier électronique qui contient le secret ou dont le secret peut être déduit, et la formule apparaît suffisamment explicite, et permet par exemple d'atteindre l'acte de copier un fichier comportant des éléments confidentiels, de même que, alors que le support d'enregistrement appartient à celui qui copie, à celui qui effectue l'acte de copie. La proposition de directive visait à l'origine des incriminations pénales de mémoire. Il y avait le vol, il y avait l'abus de confiance, il y avait les actes de corruption engagés pour l'accès aux informations confidentielles.
On a aujourd'hui opté pour une réglementation strictement civile. Le Conseil d'État l'exprime très clairement et en effet, les principes d'interprétation stricte de droit pénal s'accommodent mal d'une définition molle du secret d'affaires. Mais avec cette incrimination, on a effectivement une stigmatisation de l'accès illégitime du tiers au savoir-faire en tant que comportement fautif. L'accès est illégitime, plus innovant, l'obtention illicite du secret d'affaires, de l'information, viendra contaminer l'utilisation et la divulgation ultérieure de celui-ci. C'est l'article 4.3 de la directive qui évoque cet effet de contamination, d'abord quant à la personne. La sanction atteint également celui qui utilise le secret d'affaires alors qu'il savait ou ne pouvait ignorer l'origine illicite des informations qu'il utilise. La sanction diffuse également, cette fois, jusqu'aux produits qui sont réalisés à partir du process secret, du secret d'affaires qui a été détourné. L'article 4.5 vise également la production, l'offre, la mise sur le marché intentionnelle. Le texte vise de biens en infraction. La proposition de loi est un petit peu différente à cet égard, de biens en infraction, c'est-à-dire cette fois de supports corporels qui ont été réalisés sur la base d'un secret d'affaires obtenu de manière illégitime. Il y a là quelque chose de très intéressant, c'est l'idée au fond de biens mal acquis qui vient s'appliquer à la propriété intellectuelle, à la propriété industrielle, une idée générale au fond selon laquelle la source illicite vient polluer l'utilisation ou la commercialisation ultérieure du bien de la sorte mal acquis. Il y a là une analogie avec le texte sur le brevet, l'article L 613.3, qui est tout à fait intéressante à faire. S'agissant de la proposition de loi, qui s'en tient donc également à une réparation civile, eh bien, on a, à mes yeux, une reprise extrêmement proche des textes de la directive. Le texte français sont les articles L 151.3 et suivants que vous avez dans la proposition qui vous a été diffusée. Le texte français reprend la stigmatisation générale d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériaux, substance ou fichier numérique. Et donc, au fond, derrière ce texte, eh bien, celui qui enfreint les diligences du maître du savoir-faire, les diligences que le maître du savoir-faire avait prises pour préserver le secret, celui-là, évidemment, accède de manière illégitime au secret d'affaires. Je dirais en termes civilistes que son comportement est fautif. Voilà. De la même manière, la proposition de loi vient stigmatiser, là, de manière assez accueillante. On a, au fond, la faute civile, ce profil derrière ces textes, vient stigmatiser tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale. C'est la concurrence déloyale, c'est l'accès fautif, illicite, de manière déloyale, qui est ici identifié, et donc sanctionné. L'utilisation, la divulgation du secret d'affaires est également constitutive d'un comportement fautif, dans des termes très voisins de la directive. Le texte vise également l'utilisation du secret d'affaires en violation d'une obligation de ne pas divulguer, donc en violation d'une obligation contractuelle. Le manquement, le sous-traitant, le participant à une joint venture qui est tenu par un accord de confidentialité, bien évidemment, il doit respecter cet accord de confidentialité dans les termes de cet accord de confidentialité. J'y reviens dans un instant. L'article 151.5 vise, donc 151.4 toujours, vise également les produits qui résultent de l'utilisation de manière illégitime du secret d'affaires. C'est l'idée que l'accès illicite pollue ensuite l'utilisation, la commercialisation du produit. Ici, on vise non plus des biens en infraction, mais des produits résultant de manière significative d'une atteinte au secret d'affaires. Le vocabulaire est plus neutre et sans doute faut-il s'en satisfaire.
Et puis l'article 151.5 vise à sanctionner une forme de recel civil, de tierce complicité de la part de celui qui use d'un savoir-faire mal acquis en connaissance de cause. Alors, tout ça est très bien, tout ça est très intéressant, tout ça est très cohérent, tout ça sert, à mon avis, les intérêts de l'entreprise. On peut aussi quand même s'interroger en tant que juriste sur le cumul qu'il va y avoir à faire entre ces incriminations et les textes qui existent déjà. Au fond, et par là même, on peut s'interroger sur leur utilité. Au fond, j'avais déjà un sous-traitant qui était tenu par un accord de confidentialité, un accord contractuel. J'avais même mis une clause pénale dans mon contrat. C'était verrouillé avec les règles de la responsabilité civile et du droit civil. Voilà que celui-là méconnaît également un texte spécial, puisqu'il va utiliser de manière illégitime un secret d'affaires avec des sanctions spéciales, qu'évoquera dans un instant Yves Bisolon. Est-ce que c'est utile de mettre en place un tel dispositif pour ce qui est de la délimitation du périmètre? Je ne parle pas des règles de procédure, en effet, et de la préservation du secret d'affaires dans les règles de procédure. Ça, c'est tout à fait différent. Voilà pour l'illicite. Le licite. Il faut me signaler un peu parce que je suis méridional, vous savez. Le licite. L'accès illicite est stigmatisé, l'accès licite au secret d'affaires est préservé. Et ça, c'est probablement le plus important. C'est probablement le plus important. Il y a un principe juridique, je ne sais pas si on l'a évoqué, je suis arrivé en retard, mais je n'en ai pas entendu parler. Il y a un principe juridique majeur qui anime toute cette matière. C'est le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. C'est le principe de la libre concurrence. Les monopoles d'exploitation, les droits de brevet, de marque, les droits d'auteur, s'inscrivent en exception à la liberté du commerce et de l'industrie, donc dans des limites étroites. C'est pour ça qu'il y a des conditions de brevetabilité exigées, c'est pour ça qu'il y a des monopoles limités dans le temps. Le principe, c'est la liberté du commerce et de l'industrie. Les secrets d'affaires, c'est la liberté du commerce et de l'industrie. C'est la liberté du commerce et de l'industrie. Par conséquent, le régime institué avec les secrets d'affaires ne met pas en place un droit privatif sur le secret d'affaires. Ça, c'est tout à fait majeur. Tout accès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ce qu'on vient d'évoquer, tout accès illégitime au secret d'affaires est sanctionné. Mais ça veut dire que, parallèlement, tout accès légitime à la connaissance du secret d'affaires en libère l'utilisation, en libère l'exploitation. Tout accès factuel, intellectuel, légitime à la connaissance. Je fais ce que je veux de cette connaissance parce qu'il n'y a pas de monopole, parce qu'il n'y a pas de principe d'interdiction. L'article 3 du texte de l'Union européenne prévoit tout à fait heureusement à ce titre donc l'obtention et l'utilisation et la divulgation licite de secrets d'affaires. Ce texte désigne donc les circonstances d'accès intellectuel licite au secret d'affaires, ainsi de la découverte personnelle de l'information, indépendamment de celui qui en a la maîtrise d'origine, notamment à l'occasion de l'étude des produits réalisés à l'aide de l'information couverte par le secret et qui sont librement accessibles au marché. La première activité des départements de recherche-développement d'une entreprise de pneumatiques italienne, c'est d'acheter sur le marché les pneumatiques performants de la meilleure entreprise française et de les étudier et de les dépecer. Qu'est-ce qui est breveté? Ils ont breveté ça. Ils ont un monopole pendant 20 ans. Mais ils ont une qualité d'adhérence particulière, ces pneumatiques. Et cette qualité d'adhérence, comment ils l'obtiennent? Ils ne l'ont pas breveté. Eh bien, on peut, par nos propres moyens, retrouver le secret d'affaires, le savoir-faire qui a été mis en œuvre pour arriver à cette qualité d'adhérence. Dès lors qu'on accède par nos propres moyens à cette connaissance, cet accès est licite. On peut librement le réutiliser, on peut librement l'exploiter. C'est les limites de la protection du savoir-faire non réservé, non déposé. C'est les limites de l'absence de monopole et c'est ce que vient consacrer le régime des secrets d'affaires, tant dans la directive que dans la proposition de loi. La pratique de l'ingénierie inverse libère l'exploitation du savoir-faire de la sorte mise à jour et plus largement, il en va de même de l'obtention du secret d'affaires qui résultera d'usages honnêtes en matière commerciale. Le considérant 16 de la directive est tout à fait heureux. Il nous rappelle qu'il ne s'agit pas, il n'est
pas question de mettre en place un usage exclusif, un droit exclusif sur le secret d'affaires. Ce que ce texte vient sanctionner, c'est ce que ce texte vient stigmatiser, c'est un comportement illicite, illégitime d'accès au secret d'affaires, ce qui suppose de mettre en place pour l'entreprise un certain nombre de diligences, un certain nombre de mesures préventives. Cette disposition est tout à fait heureusement reprise à l'article L151.2 du nouveau Code de commerce, de la proposition de loi, qui vise donc l'obtention licite du secret d'affaires, avec dans le texte européen une référence aux usages commerciaux et honnêtes qui, semble-t-il, disparaît dans le dernier texte français que j'ai, mais ce n'est pas grave, parce que ce qui est sanctionné, c'est redondant de dire que vous accédez de manière honnête à un savoir-faire, vous pouvez l'utiliser. Non, ce qu'il faut dire, c'est que si vous accédez de manière déloyale à un savoir-faire, vous êtes fautif, et vous ne pouvez pas l'utiliser. Le reste, on n'a pas besoin de le dire. On est dans une société libérale où règne la liberté du commerce et de l'industrie, la libre concurrence. Le principe fondateur, c'est ça. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, pourquoi ? C'est extrêmement important parce que ça rappelle deux principes juridiques majeurs, pour les étudiants, pour les professionnels. Pour les étudiants, le seul fait d'inventer ne crée pas de droit. Le seul fait d'inventer ne crée pas un droit privatif. Le seul fait d'inventer permet d'accéder, de mettre en évidence une connaissance, un savoir-faire. Je décide de me réserver cette connaissance, ce savoir-faire par le régime du secret, eh bien, j'écoute ce que nous a expliqué M. Beauvire tout à l'heure. Seul le dépôt de la demande de brevet créera un monopole d'exploitation sur ce que j'ai inventé, sur ce savoir-faire. Le dépôt de la demande de brevet, c'était la thèse de Mousseron en 1961, un acte juridique unilatéral d'appropriation d'un bien sans maître. Pour les juristes de droit civil, c'est une formule riche, acte juridique, donc acte volontaire, unilatéral, donc de pur droit privé, ça veut dire que le droit de brevet est un droit privé, d'appropriation d'un bien sans maître, de création d'un droit de propriété. Avant le dépôt, il n'y a pas de droit de propriété. Deuxième observation, c'est cet article, ces textes sur l'obtention licite du savoir-faire viennent mettre un terme à une analyse civiliste extrêmement dangereuse qui est souvent appliquée dans des dossiers de fusion-acquisition, d'arbitrage ou autre, hors des milieux de propriété industrielle, et qui consiste à penser que, au fond, la seule existence d'un intérêt patrimonial, d'un asset pour l'entreprise, suffit à la reconnaissance, à l'existence d'un droit de propriété. Ça, c'est une logique de pur droit civil. Parce qu'en droit civil, la propriété est de principe. Chez nous, elle est d'exception. En droit civil, elle est de principe. Dès lors que vous avez la richesse dans le Code civil, vous avez la propriété, la richesse immobilière, la richesse mobilière corporelle. Et donc, il y a tout un courant de pensée de juristes civilistes, et non des moindres, de juristes civilistes de droit des biens, qui viennent à considérer qu'il est légitime de reconnaître un droit de propriété, au fond, sur tout actif de l'entreprise, indépendamment d'un dépôt, du simple fait de la reconnaissance d'une valeur commerciale, d'une valeur économique. Cette jurisprudence, cette doctrine, elle est à la source de certaines jurisprudences. Quand la Cour de cassation était venue, à propos de biens incorporels, reconnaître le vol d'informations, le vol d'informations, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Pour qu'il y ait vol, il faut qu'il y ait une propriété préexistante, qu'on enlève à quelqu'un. À propos d'informations non déposées, appliquer le vol, ça procède de l'idée qu'il suffit qu'il y ait l'information et la richesse pour que dès lors que j'accède de manière illégitime à cette richesse, eh bien, il y a une incrimination qui doit s'appliquer. Et on applique une incrimination conçue pour des richesses corporelles. C'était tout à fait hors de propos, de la même manière que l'incrimination d'abus de confiance qui a pu être appliquée. La construction avait également justifié des initiatives législatives tout à fait malheureuses à propos du savoir-faire. Il faut se rappeler, dans les années 1990, on avait du nom d'un député maire d'une ville d'Aveyron une proposition de loi qui avait été déposée sur les créations réservées.
Alors cette proposition de loi, elle expliquait qu'au fond, toute création exploitable à des fins lucratives qui résulte d'un travail intellectuel est constitutive d'un intérêt patrimonial susceptible de protection juridique. Et l'article 6 prévoyait le droit exclusif d'exploitation est obtenu pour une durée de 10 ans qui court à partir de la date de réservation. Cette proposition de loi n'a heureusement pas prospéré, mais elle s'inscrivait au fond dans cette idée qu'il y a des actifs d'entreprise qui ne sont pas déposés et il faut les protéger. Il faut les protéger, on a donc besoin de textes, on a donc besoin d'un régime spécifique. Ben, il est tout à fait heureux que la proposition de loi et la directive en ce sens viennent très clairement purger cette discussion. Le secret d'affaires en lui-même ne fait pas l'objet d'un droit de propriété, ne fait pas l'objet d'un droit exclusif. La Cour de cassation a les idées quand même assez claires. Il suffit de se reporter à la jurisprudence sur la fragrance de parfum, où on invoquait le droit d'auteur, puis on invoquait au fond l'idée d'une propriété qui existerait sans régime spécial. Non, la Cour de cassation vous dit, ça n'est pas du droit d'auteur, ce qui peut être discutable, mais dès lors que ça n'est pas du droit d'auteur, il n'y a pas de droit de propriété, c'est du savoir-faire. C'est du savoir-faire, du secret d'affaires. Licite, pour terminer, quelques mots des lacunes du régime légal des secrets d'affaires à propos de questions qu'on aurait aimé voir envisagées dans ce texte. La première question qu'on aurait aimé voir envisagée, c'est celle des contrats. C'est celle des contrats sur secret d'affaires. Secret de 3, secret de tous, mais secret de 2, secret quand même. Et le propre du savoir-faire non breveté, la notion même de savoir-faire non breveté, dans les années 1960, elle a été découverte à propos de contrats de communication de savoir-faire non breveté. C'était cette technique de fabrication de boutons en polyester nacré cher à mousseron dans l'affaire Bottoni-Figgio-Fosanese. Et le fait qu'une entreprise italienne communique une technique de fabrication non déposée à une entreprise française avec des paiements de redevances pendant 10 ans, et puis au bout de 2 ans, il y avait un concurrent qui découvrait la technique, qui mettait le savoir-faire sur le marché, tout le monde l'utilisait, que devenait le contrat? C'est de la sorte qu'on a commencé à s'interroger sur le régime juridique de ce savoir-faire. Et dans la Cour de cassation nous a dit, ça peut être véritablement un objet de contrat dès lors que la communication de ce savoir-faire au jour du contrat est encore ignorée du partenaire et que celui-ci n'aurait pu découvrir ce savoir-faire qu'au prix de longues recherches ou de tâtonnements coûteux. Les contrats sur savoir-faire non breveté sont des contrats tout à fait répandus qui ne s'analysent pas, qui ne s'agglomèrent pas avec les licences de brevet ni avec les cessions puisqu'il n'y a pas de droit privatif déposé. Par conséquent, ces contrats ont fait l'objet d'analyses, de thèses, même parfois. On les rapporte, en règle générale, à des contrats de prestation de services, puisqu'il n'y a rien à louer, il n'y a pas de droit de propriété. On les rapporte à des contrats de prestation de services qui reposent donc, au fond, la cause du paiement, pour utiliser un vocabulaire ancien, des redevances. Elle tient dans la prestation de révélation du secret du maître du savoir-faire à son partenaire, avec tout un régime d'obligations de ne pas faire qui vont entourer l'exploitation de ce savoir-faire. Puisqu'à partir du moment où je paye pour qu'on me communique quelque chose, si on ne m'interdit rien contractuellement, je peux en faire ce que j'en veux dans un contexte de liberté, en l'absence d'un monopole. Sauf obligation de ne pas faire, de ne plus exploiter au bout d'un certain temps pour certains territoires, ainsi de suite. On aurait aimé que cette rubrique des contrats sur secret d'affaires, sur savoir-faire non approprié, eh bien, elle soit envisagée, elle soit sollicitée à propos d'une réglementation propre à la matière. Deuxième observation, et là, au fond, je vais laisser la parole à Yves Bisolon, deuxième observation, c'est la question des réparations. C'est la question des réparations, puisqu'on a des textes sur les réparations, sur le régime donc du secret d'affaires, qui viennent singer les dispositions relatives à la réparation de la contrefaçon. On a un texte dont je n'ai plus tout à fait le numéro, mais qui singe exactement l'article L615-7 du Code de la propriété intellectuelle. Or, la question, à mes yeux, mériterait quand même d'être envisagée de manière sensiblement différente à raison de la particularité du secret d'affaires non déposé. Je m'explique. Vous avez un brevet. Vous êtes contrefait par Pierre.
Vous assignez Pierre en contrefaçon et vous obtenez des dommages et intérêts, vous obtenez une redevance de licence renforcée. Vous êtes contrefait par Paul, même action en contrefaçon, vous obtenez des redevances de licence renforcées. Vous êtes contrefait par Antoine, même action en contrefaçon, ainsi de suite. Vous avez un savoir-faire secret, avec un accord particulier avec Pierre. Pierre méconnaît la clause de confidentialité et divulgue votre savoir-faire. On va vous dire, mais Pierre, vous pouvez la signer et vous aurez une redevance de licence. Vous aurez des dommages et intérêts en ces termes. Le problème, c'est que quand Pierre a divulgué, Paul, Antoine, Jacques et Jean peuvent librement reprendre le savoir-faire et je ne peux rien faire contre eux. Je ne peux rien faire contre eux parce que je n'ai pas le monopole. Je n'ai pas de monopole. Par conséquent, très souvent dans ces enjeux de savoir-faire, lorsque le savoir-faire vient à être livré sur la place publique, c'est parfois un enjeu essentiel pour l'entreprise. C'est parfois pour la PME de famille qui repose sur un procédé de fabrication particulier, c'est parfois la valeur patrimoniale de l'entreprise qui est en jeu. Donc, voilà encore tout autant de questions. Alors, il faudra évidemment voir comment ces dispositions spéciales, la jurisprudence va les appliquer, comment elle va les appliquer, les adapter avec les dispositions préexistantes du droit positif, telles que je les ai indiquées. La responsabilité contractuelle ne disparaît pas, de la même manière que l'action en concurrence déloyale ne disparaît pas, bien heureusement. Mais néanmoins, la grande satisfaction au fond de ce texte, eh bien, c'est, comme je vous l'ai dit, de purger désormais, me semble-t-il, tout faux débat sur l'existence d'un droit exclusif sur le savoir-faire, de la même manière qu'il n'y a pas de propriétaire du secret d'affaires. Il n'y a pas, à mon avis, de détenteur. Le terme détenteur est un terme malheureux dans la loi, mais il faut effectivement le définir parce qu'il n'y a pas de détenteur. Le détenteur du secret d'affaires, c'est une situation de fait. C'est celui qui a la connaissance, qui a acquis la connaissance factuelle sans faute du secret d'affaires. Voilà. Celui-là, il a acquis la connaissance sans faute du secret d'affaires et il est dans un monde de liberté du commerce et de l'industrie. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Au bénéfice donc de ces approches notionnelles, il faut donc malgré tout se réjouir qu'un texte de droit de l'Union européenne puisse contribuer à une clarification des principes fondateurs, et ça, au fond, ce n'est pas le moindre intérêt des dispositions aujourd'hui avancées. Madame, je vous remercie. Merci beaucoup.